Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne et merci d'être déjà aussi nombreux sur le live de Twitch. Merci à ceux aussi qui me suivent du coup sur les rediffs YouTube, ça fait plaisir de voir autant de monde tous les matins quand je fais mes petites vidéos d'avant-match. Cette fois-ci on est présent là du coup pour parler Ligue des Champions, pour parler barrage de Ligue des Champions parce qu'il reste encore un étage à gravir si on veut retrouver enfin ces soirées européennes et surtout la Ligue des Champions, parce qu'on sait que même si on est éliminé sur ce tour-ci, on retrouvera l'Europa League, mais bon, on veut tous retrouver cette sensation de la Ligue des Champions, forcément. Monaco va jouer à barrage pour la troisième fois de son histoire. La première fois contre Valence en 2015, ça s'était mal passé, on a été éliminé. Mieux la saison d'après contre Villarreal avec une qualification. Et à l'inverse, du coup, le Shakhtar a exactement vécu la même chose, mais dans le sens inverse, vu qu'ils l'ont vécu aussi deux fois, contre le Rapid de Vienne en 2015 avec une qualification, et en 2016 aussi contre les Young Boys de Berne, où ils se sont fait éliminer. En 2016, c'est donc la seule élimination à noter, du coup, où ils n'ont pas participé à la Ligue des Champions sur les 11 dernières saisons. On est, du coup, face à une équipe vraiment très très présente, qui a l'habitude d'aller jouer les phases de poule de la Ligue des Champions. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont 18e au classement de l'UEFA, là où l'AS Monaco n'est que 40e, forcément avec 2 saisons sans Coupe d'Europe. Ça compte beaucoup, donc face à nous on a quand même une très très grosse équipe, et du coup on va pouvoir la présenter. Barrage de Ligue des Champions, comme vous pouvez le voir, du coup, nous on est sur la partie de la voie de la Ligue. Le tirage au sort, certes, est compliqué pour nous, mais bon, on n'avait pas trop le choix, parce que c'était ou ça ou le Benfica. J'ai déjà évoqué dans les autres émissions, pour moi, c'est à peu près du pareil au même. C'est deux très très grosses équipes dans tous les cas. On avait une très belle affiche, et du coup, un adversaire très très compliqué à éliminer si on voulait accéder à la Ligue des Champions. Il se trouve du coup que c'est le Shakhtar, alors, qui est le meilleur entre Benfica et le Shakhtar. Je vais vous dire, on s'en fout un petit peu à l'heure actuelle, on sait qui est notre adversaire et c'est lui qu'il faut battre maintenant. Le tour précédent, du coup, le Shakhtar a été victorieux 2 fois par le score de 2-1. Ils ont du coup gagné en Belgique contre Gent. Même on s'était en fait un peu peur parce que du coup ils perdaient le début du match et sur la fin du match ils sont allés chercher la victoire. Même résultat chez eux à domicile 2-1 aussi, ce qui fait qu'ils sont qualifiés pour ce tour-ci et nous affronterons donc. À noter du coup quand même une grosse équipe que j'ai rappelée européenne. Disons des vainqueurs de la Coupe UEFA en 2009, 3 fois en demi-finale de la C3 aussi ces dernières années. Donc voilà, une très très grosse équipe avec un palmarès assez similaire. Palmarès, des résultats en Coupe d'Europe assez similaires à ce que l'AS Monaco a pu avoir aussi sur les dernières années. Donc c'est vraiment un très gros adversaire, à faire attention à eux. Ils ont déjà débuté aussi leur championnat, ils sont un peu plus loin que nous, ils ont déjà 4 journées de jouer, 3 victoires et 1 défaite, quand même, à noter. Pour une équipe qui est habituée depuis des années, j'ai pas cherché la stat, mais ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas fini hors des 2 premiers du championnat, leur permettant du coup d'accéder toujours au moins au barrage de la Ligue des Champions. Cette année, il y a eu un petit revers, du coup, il y a 2 journées de ça. À voir du coup si on arrive aussi à les surprendre de notre côté. Concernant les résultats, c'est comme 8 buts inscrits sur ces 4 matchs et 3 encaissés. C'est intéressant de voir du coup que cette équipe arrive à quand même à prendre pas mal de buts, on pourra l'évoquer tout à l'heure. Concernant du coup les résultats de cette équipe en Coupe d'Europe à domicile et à l'extérieur, je suis quand même allé regarder pour voir si c'était vraiment une place forte à domicile, pour voir s'il fallait absolument qu'on fasse le résultat, nous, à Louis II, avant d'aller se déplacer là-bas. À domicile, le Shakhtar, du coup, c'est 14 victoires, 5 nuls et 6 défaites depuis 2015. Donc quand même de très très bons résultats obtenus à domicile. Mais bon, à l'extérieur, c'est quand même 12 victoires, 5 nuls pour 9 défaites. Donc aussi des très très bons résultats obtenus par le Shakhtar à l'extérieur. Concernant du coup les codes VBET de mon partenaire, du coup 1,69 la victoire de l'AS Monaco, ça reste du coup une très très bonne probabilité pour eux que l'AS Monaco gagne ce premier match, 3,92 le nul et 5,20 seulement pour la défaite. Concernant le groupe de l'AS Monaco, du coup c'est un groupe de 24 joueurs qui a été sélectionné et dont un seul sera en tribune. Contrairement à ce que j'avais pu dire sur les matchs d'avant, j'avais oublié le fait que du coup il y a 12 joueurs qui peuvent se mettre sur le banc de la Coupe d'Europe. On n'y a pas accédé depuis quelques temps, donc j'avais oublié ce petit paramètre. Donc forcément 12 plus 11, 23, il y aura un joueur qui sera en tribune. On se doute forcément que ce sera un des 3 gardiens, inutile d'avoir 2 gardiens sur son banc. En parlant des gardiens, justement, il y en a un qui est pas là, c'est Benjamin Lecomte, qui est pas annoncé blessé. Du coup, même on a pu voir sur Instagram, sa femme a bien dit comme quoi son mari n'était pas blessé du tout. Il n'est pas non plus qualifié pour la Ligue des Champions. Je suis allé vérifier la liste qui a bien évolué par rapport au tour précédent, ce qui inclut bien du coup les recrues. Benjamin Lecomte n'est pas inscrit dessus, donc il ne pourra pas participer à ce match, mais non plus au match retour. Donc vraiment une grosse question à se poser, qu'est-ce qui se passe du coup avec ce joueur qui du coup ne semble pas blessé, ne semble pas être utilisé
Et surtout maintenant qu'on va voir qu'il y a peut-être un petit souci avec Nubel qui serait peut-être absent ce soir, et donc de se dire qu'on va devoir utiliser notre troisième gardien alors qu'on a un deuxième gardien qui est à disposition, c'est quand même assez particulier. Donc ça sent quand même le transfert. J'avais évoqué sur le match de l'an une blessure diplomatique, je pense qu'on est vraiment clairement là-dedans. Et que du coup ça sent peut-être un départ sur la fin du mercato pour lui. Autre joueur qui du coup pas disponible, le seul blessé, c'est Marcelin, même si on n'a pas trop d'infos sur sa disponibilité et quelle est la longueur de sa blessure. De toute façon il n'est pas qualifié pour jouer sur ce tour-ci. Tout comme deux autres joueurs qui étaient qualifiés sur le troisième tour qualificatif, qui ne le sont plus maintenant. C'est Félix, le jeune joueur du centre de formation qui avait été appelé, qui avait fait une très bonne préparation et du coup qui était parmi les joueurs dans le groupe. Sachant qu'il n'est pas sur la liste B, il était bien inscrit sur la liste A pour faire le nombre, tout simplement, même s'il n'a pas joué, il s'était assis une fois sur le banc. Cette fois-ci, du coup, il n'est plus dans la liste, et donc il n'est plus qualifiable. Tout comme Mouzaba, qui lui non plus n'est pas sur la liste, contrairement à Goebbels. Du coup, un choix a été fait du coup de prendre plus Goebbels que Mouzaba. Assez étonnant quand on voit que Mouzaba a eu un peu de temps de jeu sur ce début de saison, alors que Goebbels a été 4 fois hors groupe pour l'instant, et du coup même une nouvelle fois maintenant. Sachant que Pellegrini lui est bien qualifié, mais bon, il bénéficie du fait d'être pouvoir sur la liste B, sachant que ça fait 3 ans qu'il est au club et qu'il a moins de 21 ans, 23 ans, je sais plus l'âge que c'est minimum pour être sur la liste B. Mais en tout cas, il est inscrit gratuitement, si on veut, il ne prend pas une place comme certains autres joueurs de l'effectif. Concernant les joueurs du coup présents, on peut noter que Maripane est bien présent lui aussi. Malgré le fait qu'il était blessé en début de saison, il était déjà dans le groupe sur les 2 matchs précédents. A voir maintenant s'il aura du temps de jeu sur celui-ci. C'est pas dit. Autre absence à noter aussi, c'est Matsima. Ça fait 2 matchs de suite qu'il est en groupe, qu'il n'est pas sélectionné. Il est pourtant bien inscrit, lui, sur la liste UEFA. A voir du coup s'il y a un petit souci avec lui, ou est-ce que c'est vraiment un choix du coach de ne pas le prendre. Est-ce qu'il y a un transfert, comme j'ai pu l'évoquer sur la vidéo d'avant, vers Bordeaux, vers un autre club, vu que Pavlovic a l'air quand même d'être plutôt devant lui sur la hiérarchie des défenseurs centraux. Concernant les suspensions, un seul joueur est sur la menace, sachant qu'il n'y a eu que 2 matchs de Ligue des Champions. C'est un peu dommage d'avoir déjà pris 2 cartons jaunes, surtout que c'était en fin de match pour Tchouaméni sur le 2e carton jaune. Donc voilà, s'il prend un autre carton jaune, il sera suspendu pour le match retour. Donc voilà, attention à ne pas faire cette erreur, qu'il va être très très précieux. On l'évoquera tout à l'heure quand on parlera du style de jeu de Donetsk. Le milieu de terrain est très très important pour Monaco et il faut absolument qu'on compte sur notre meilleur joueur dans ce domaine-là. Concernant le groupe adverse, et du coup avant de parler du groupe qui a été convoqué, petit point sur leur mercato. Donc voilà, je vous ai mis uniquement les transferts qui ont lieu, pas les nombreux retours de prêt, non plus les jeunes du centre de formation qui sont montés ou qui sont repartis. Voilà, juste pour synthétiser vraiment sur les mouvements importants qu'il y a pu y avoir sur ce mercato. On peut le voir sur les côtés des départs, quasiment aucun départ important, vraiment des petits transferts, des joueurs qui n'étaient pas forcément très importants pour le Shakhtar. Par contre, au niveau des arrivées, là, c'est autre chose. Très très bon recrutement de leur part sur ce mercato. Outre déjà l'entraîneur, forcément on en reviendra juste après qu'on évoquera le groupe. Pedrino, qui vient du Benfica pour 18 millions, l'ailier. En défense centrale de Sassuolo, Marlon a suivi son entraîneur aussi pour 12 millions d'euros. Et la très bonne recrue, on pourra le voir sur son début de saison surtout, c'est Lassina Traoré, qui vient de l'Ajax pour 10 millions d'euros. Attention, ce n'est pas Lassina Traoré, l'attaquant qui a joué à l'AS Monaco, comme certains journalistes ont pu le dire en conférence de presse. Ce n'est pas du tout le même style de joueur, ce n'est pas du tout non plus la même nationalité, pas du tout la même orthographe non plus, il n'y a vraiment rien à voir, hormis la même prononciation entre ces deux joueurs-là. Concernant du coup le groupe qui a été appelé par l'entraîneur, du coup 25 joueurs ont été sélectionnés, donc 2 cette fois-ci là iront en tribune. Notez que sur 25 joueurs appelés du club ukrainien, il y a quand même 10 Brésiliens. C'est quand même atypique quand même d'avoir autant de joueurs brésiliens dans un effectif, alors qu'on est quand même assez loin du Brésil, même si on le sait en Ukraine, beaucoup de joueurs brésiliens y évoluent. De Zerbi, du coup l'entraîneur qui vient juste d'arriver en Ukraine, a fait ses 3 dernières saisons du côté de Sassuolo, où il a obtenu de très très bons résultats avec le club italien, qui est quand même un tout petit club à l'origine, et pourtant l'a installé dans la première moitié
du championnat italien sur les dernières saisons, donc plutôt très bon résultat obtenu. Un style de jeu assez atypique, puisque du coup il cherche surtout à jouer dans les petits espaces, il cherche énormément à avoir du monde sur le milieu de terrain, là où beaucoup d'entraîneurs cherchent à écarter le jeu, plutôt lui c'est plutôt l'inverse, il cherche plutôt du coup à multiplier les passes, à jouer vraiment en une touche de balle, c'est pour ça qu'il a énormément aussi de joueurs brésiliens, des joueurs plus de poste numéro 10, qui ont l'habitude du coup de jouer très très rapidement et dans de petits espaces, il cherche du coup à tirer les joueurs vers ce milieu de terrain, du coup en forçant même le pressing de l'adversaire pour laisser des ouvertures sur le côté et permettre du coup à ses ailiers et ses latéraux très offensifs du coup de pouvoir bénéficier d'espace et du coup de pouvoir prendre un peu de vitesse et ses adversaires. Donc voilà, pour ça que notre milieu de terrain, Tchouaméni, Fofana, qui seront vraisemblablement titulaires, sont très très importants sur ce match. Ils auront énormément de boulot à faire pour essayer de récupérer le maximum de ballons face à ces joueurs au milieu de terrain adverse. Concernant du coup les absences, il n'y en a que 2 sur l'équipe adverse. Bondar, un jeune défenseur central qui a joué 10 matchs la saison dernière, donc vraiment pas une absence importante. Et l'autre absent du coup c'est Junior Morales, attaquant de 34 ans, qui a inscrit 9 buts et une passe décisive la saison dernière en 25 matchs. Mais voilà, c'est des bouts de match, forcément c'est un ancien attaquant. Ce n'est pas non plus une absence importante, sachant que ces 2 joueurs-là étaient déjà absents depuis le début de la saison. Le groupe convoqué est le même à peu près que sur les autres matchs de Ligue des Champions cette saison. Sachant que les stats que je vous affiche là, c'est les stats de Ligue des Champions, bien sûr, comme pour le Sparta. J'ai pas les stats croisées entre leur championnat et la Ligue des Champions, donc je préfère afficher les statistiques de Ligue des Champions. Concernant du coup les buteurs-passeurs, si là on prend vraiment sur toutes les compétitions qu'a fait le Shakhtar pour l'instant, c'est Traoré, qui vient pourtant juste de signer, qui est déjà à 4 buts cette saison, attaquant de pivot, qui joue surtout en remise, et pourtant il est déjà buteur 4 fois cette saison. Derrière lui, Alan Patrick, le milieu offensif en pur 10, a déjà inscrit aussi 2 buts, derrière ses 6 autres buteurs avec un seul but. Concernant les passeurs, c'est Ismaili, je vais arriver à le dire, qui a fait 2 passes décisives, le latéral, sinon c'est 8 autres passeurs. Voilà, forcément on peut s'en douter avec ce style de jeu, le danger peut venir un peu de partout. Forcément avec beaucoup de joueurs de type brésilien et de 10, beaucoup sont capables de faire cette passe décisive pour lancer les attaquants ou les ailiers. Concernant le gardien, ce sera Truba qui sera dans les cages. Depuis le début de la saison, il a effectué 11 arrêts pour 5 buts encaissés, ce qui fait un 69% de ratio pour lui. Là où Nobel est actuellement à 52% d'arrêt, il n'a pas forcément eu grand chose à faire sur ce début de saison. Les statistiques du coup des 2 équipes, comme pour les autres matchs, sont partis du coup sur les 20 derniers matchs, même si là forcément il y a un changement d'entraîneur, il y a un changement de style pour le Shakhtar, mais voilà, il n'y a pas assez d'informations pour l'instant sur ce début de saison pour vraiment faire des comparatifs, sachant que c'est rare que ça compile les stats de Ligue des Champions et de championnat, encore plus pour un championnat comme l'Ukraine forcément. Donc voilà, on parle là-dessus pour comparer, pour voir à peu près où sont situées les 2 équipes. Au niveau de la possession, si Monaco est une très grosse équipe qui fait énormément le jeu et qui aime avoir la possession avec 57% de possession sur les 20 derniers matchs, on se fait complètement dominer dans ce domaine-là, vu que le Shakhtar aime avoir la possession, certes dans un championnat un peu mineur où ils dominent largement, mais surtout depuis que leur entraîneur est arrivé. 64% de possession sur les derniers matchs, c'est quand même énorme, donc il faut s'attendre à ce qu'on n'ait pas forcément la possession sur ce match-là. Et j'avoue dire que c'est peut-être pas plus mal, quand on voit les résultats contre Nantes et Lorient, c'est peut-être bien de ne pas avoir la possession, d'enfin pouvoir jouer un autre style de jeu, que jouer contre un bus, forcément on a un peu de mal à réussir à faire des résultats. Sur le nombre de tirs, Monaco c'est 12 tirs par match, là où c'est 8 pour le Shakhtar, mais ça prend en compte les anciens matchs, on verra que c'est beaucoup plus sur les derniers matchs, les matchs de cette saison. Sur le nombre de tirs concédés, c'est moins de 8 pour l'AS Monaco. Bien sûr, comme j'ai toujours dit, c'est son très très gros point fort. Mais c'est 9,5 pour le Shakhtar, une équipe aussi qui défend bien et qui laisse pas énormément d'opportunités. Sur ce début de saison, sur les 6 matchs qui ont été effectués, c'est 2 buts par match pour le Shakhtar. 0,7 buts encaissés, donc voilà, ce n'est pas beaucoup, mais il y a quand même des espaces. Genk a réussi à leur mettre 2 buts à l'aller, au retour. Pas de raison que l'AS Monaco ne trouve pas non plus la solution sur ces matchs-là. L'historique assez court, mais il y a quand même un historique, contrairement au Sparta. Il y a eu déjà une double confrontation avec eux dans les années 80, 79-80 pour être exact. Monaco les a rencontrés en 32e de finale de Coupe de l'UEFA. Victoire 2-0 à domicile, on espère qu'on fera la même, des buts de Delionis et d'Alger, ça nous rajeunit pas tout ça forcément. Une défaite 2-1 en Ukraine, mais du coup qui nous a permis la qualification en 16e de finale. Concernant l'historique du Shakhtar en France, c'est 4 victoires, 1 nul et 3 défaites, donc c'est même positif quand il se déplace sur les territoires français. Donc voilà, attention à cette équipe qui réussit plutôt bien de toute façon sur ses déplacements. Concernant les compos des médias,
de Nice Matin et de l'équipe. Forcément, côté l'AS Monaco, la première question, ça va être Nobel. Est-ce qu'il va être titulaire? On a eu les infos lors de la conférence de presse comme quoi il a été malade et qu'il ne s'est pas entraîné hier. Et que du coup, un test sera effectué aujourd'hui pour savoir s'il est capable de jouer titulaire. S'il n'est pas là, forcément c'est Majeki. De toute façon, ça a été annoncé par Kovac, comme quoi ce serait lui qui serait la doublure. Le compte n'est pas là. Manone était clairement quatrième gardien de l'effectif. Pas d'autres infos pour l'instant, on verra bien, on va espérer quand même que Nobel puisse tenir sa position, même si Majeki, j'aime bien ce gardien, a fait de bons résultats, mais voilà, Nobel semble quand même être un gardien qui a un niveau supérieur, beaucoup plus d'expérience aussi, donc espérons qu'on puisse quand même jouer avec tous nos atouts sur ce match aussi. Les autres différences qu'il peut y avoir entre les compos, forcément, c'est la question Aguilar ou Sidibé. Sidibé a joué les 2 derniers matchs. Aguilar avait joué les précédents, donc on va voir quel va être le choix de Kovac, assez dur à deviner. Pour moi, ça va plutôt se pencher sur Sidibé, qui a un choix beaucoup plus défensif qu'Aguilar, surtout face à une équipe qui aime jouer sur les côtés, bénéficier du coup de beaucoup d'espace avec ses ailiers et ses latéraux, donc je préférais avoir un joueur comme Sidibé qui jouera plus bas sur le terrain qu'un Aguilar qui va être aspiré et jouer du coup beaucoup plus haut. Et autre différence du coup c'est entre Diop qui effectue un bon début de saison, il faut avouer, même si le match contre Lorient est moins bon, et Golovin qui effectue encore un meilleur début de saison pour moi, qui fait de très très bons matchs en Ligue des Champions. Donc pour moi ça paraît plus logique que ce soit Golovin qui soit titulaire, on l'évoquera tout à l'heure avec mes pronos ASM. A noter que les 2-11 sont sans Maripane, a priori on retrouverait plutôt un Badiachil Dissassi dans l'axe avec Sidibé ou Aguilar. Concernant du coup l'équipe adverse pour le Shakhtar, une seule petite différence, du coup c'est Pedrinho ou Alan Patrick qui serait titulaire. J'ai vu sur un certain site qu'on pouvait annoncer que Pedrinho serait peut-être légèrement blessé. C'est pour ça que je pense que Nice Matin ne le met titulaire et pas l'équipe. Concernant l'arbitre, monsieur McKaylee sera du coup l'arbitre de ce match. Il nous a déjà arbitré une fois en 2015-2016 lors d'un tour préliminaire de Ligue des Champions aussi, pas le barrage, mais le 3e tour préliminaire contre les Young Boys de Berne, justement. Victoire 4-0, un seul carton jaune pour l'AS Monaco sur ce match-là, donc plutôt bon. Pas de notation, parce que j'ai commencé à récupérer la notation juste la saison d'après, donc du coup j'ai pas la note qu'on a pu lui attribuer. Espérons qu'il fasse mieux que les 2 autres arbitres néerlandais qu'on a pu avoir depuis 2016, parce que du coup, on pouvait le voir, le pays a été un peu bas, mais bon, voilà, 2 arbitres, c'est un peu léger comme statistique pour l'instant, pour vraiment parler d'un arbitrage néerlandais défavorable pour les clubs français. En tout cas, pour ce qui concerne M. McKaylee, en France, quand il a arbitré des clubs français, du moins, c'est 5 victoires, 1 nul et 3 défaites, donc plutôt positif. 1,6 cartons jaunes distribués au club français, donc très très bas, on peut clairement le dire. 0,2 cartons rouges, c'est 2 cartons rouges pour le PSG en 9 matchs. Voilà. Et concernant les matchs contre les clubs ukrainiens, c'est que 2 matchs uniquement, un match nul et une défaite, donc plutôt favorable aussi là du côté de l'arbitrage. Les pronos ASM, je pars sur une victoire 2-1, parce que pour moi Monaco doit déjà se reprendre après les résultats qu'il a pu faire en championnat. Clairement l'objectif c'était cette qualification, tout a été fait pour, on a fait de la rotation en championnat pour vraiment avoir la meilleure équipe possible et la moins de fatigue sur nos gros titulaires. On a pu le voir du coup une différence claire entre ce qui se passe en championnat et ce qui peut se passer en Ligue des Champions sur les matchs, sur le contenu, sur les joueurs et ce qu'on présente. Donc clairement je m'attends vraiment à que tout était préparé pour que cette double confrontation-là, celle où on joue le mieux et où on va chercher le résultat. Je ne vais pas non plus partir sur une victoire très très large, parce qu'on a quand même un très très gros adversaire. Je pense qu'on doit pouvoir prendre le dessus sur ce match à l'aller, tout de suite. 2-1 pour moi. Tout simplement parce qu'on va aussi, malheureusement, encaisser des frappes. On a face à nous une très très belle équipe qui va faire le jeu, peut-être même prendre la possession et qui aura des opportunités. On a pu le voir qu'on a craqué quand même sur ces premiers matchs, qu'on a quand même encaissé des buts. Même contre le Sparta, on a pu prendre des buts un peu bêtes. Pas dit que sur ce match aussi, je vois mal un clean sheet, je vois le Shakhtar quand même réussir à mettre un but. Heureusement, les buts à l'extérieur ne comptent plus, donc ce sera avec une conséquence moindre, en tout cas. Donc voilà, victoire 2-1 pour moi concernant la composition d'équipe. Alors je comprends que ça va être pas simple pour tous ceux qui jouent au prono ASM de choisir entre Nobles et Majeki, sachant que il y a la probabilité qu'il soit malade. Bon, moi je pars sur le gardien titulaire, c'est juste malade, c'est pas une petite douleur, c'est une blessure. Ça peut
passer dans la journée, on peut voir si on a des infos, je changerai ma compo forcément, mais je ne sais pas dit qu'on puisse avoir les infos avant 19h30, l'heure de la coupure des votes. En défense centrale, personnellement, je pars sur Sidibé à la place de Aguilar. J'ai expliqué pourquoi. Pour moi, il faut absolument bloquer les couloirs, il faut avoir un défenseur plus de type défensif. C'est bizarre de dire ça de Sidibé, mais pourtant face à Aguilar, clairement Sidibé a un profil beaucoup plus défensif. Même si on est à domicile et qu'on pourrait être amené à plutôt jouer avec un Aguilar offensif, je préférerais quand même qu'on protège notre défense centrale, sans qu'il n'y ait pas exemple de tout reproche, qu'on n'a pas encore Maripane pour justement avoir un bon défenseur central qui est capable de guider les deux autres, parce que je trouve que Dissassil ne le fait pas vraiment très bien. J'aimerais que Maripane soit titulaire, mais bon, il ne l'a pas été contre Lorient comme je l'aurais espéré. Du coup, je vois mal être lancé titulaire directement sur ce match-là. Après, avec Kovac, on ne sait jamais. Les pistons, pour moi, Jacobs et Diatta, absolument rien prouvé sur les précédents matchs. Pour moi, il n'y a pas du tout de doute que ce soit Aguilar, j'allais dire. Gelson Martins et Enrique titulaire. Le milieu de terrain, idem. Ah, attention, il n'y a pas de raison de sortir Tchouameni ou Fofana. On a absolument un des meilleurs milieux de terrain disponibles sur ce match-là. Donc forcément, ces deux-là doivent jouer. Sur ma combo, je pars sur le 3-4-3, mais je serais pas surpris de voir un milieu de terrain plus renforcé avec un Golovin que j'ai choisi titulaire, voire peut-être même un Lucas venir aider du coup nos deux milieux de terrain, parce que du coup le milieu de terrain est vraiment à la force de l'équipe adverse. Vu qu'il joue énormément en passe dans des petits périmètres, on va peut-être vouloir mettre un joueur de plus dans ce secteur-là. Donc, soit un Golovin qui, au lieu de jouer sur l'aile, va jouer milieu de terrain en tant que 10, et du coup avoir deux attaquants côte à côte, Ben Yedder et Voland. Soit du coup ne pas avoir peut-être un Golovin ou pas avoir un... Non, il y aura toujours Voland, ça on le sait bien. Donc à voir si on joue du coup dans une autre schéma tactique pour augmenter, avoir 3 milieux de terrain et renforcer ce domaine-là. Ça me surprendrait pas, même si moi je pars vraiment sur le meilleur 11 possible, à savoir avec Golovin, plutôt que Diop, même si j'aime énormément Diop, je trouve que Golovin apporte beaucoup plus en ce moment. Et forcément, Voland Ben Yedder en attaque, pour pas de doute que Ben Yedder, étant mis au repos sur le match précédent, soit titulaire sur celui-ci. Je le choisis d'ailleurs comme homme du match, parce que pour moi, il va lancer enfin sa saison. Pas mis de but encore, une seule passif. Pour moi, c'est le moment où il va marquer, qui va nous emmener en direction de la Ligue des Champions, et sur un premier pas, sur une victoire sur le match aller. Est-ce que le Shakhtar va frapper plus de 10 fois? Donc comme je vous ai fait voir sur les 20 derniers matchs, c'était à peine 8 frappes en moyenne. Et si on regarde sur ce début de saison, c'est 12,7 frappes sur les 6 matchs. Une seule fois, ils ont frappé moins de 10 fois. Donc voilà, je pense que malheureusement, on va leur laisser une bonne partie du ballon, qu'ils auront les occasions. Pas forcément des frappes cadrées, on va réussir comme d'habitude à vraiment bloquer les frappes adverses et éviter qu'il y en ait trop de cadrés. Mais pour moi, ils vont quand même réussir à avoir leurs 10 frappes. Du moins 11, que 10 ça ne marcherait pas. Le temps de jeu de Boadou, je pense qu'il va rentrer forcément. Ben Yedder et Voland n'arriveront pas à tenir tout le match, il va avoir du temps de jeu. J'ai hésité à mettre entre 0 et 10 minutes, mais je pense que Ben Yedder n'a pas encore la capacité de tenir jusqu'au bout, même s'il a joué le dernier match 90 minutes en Ligue des Champions et qu'il a joué qu'une demi-heure contre Lorient, il pourrait. Mais on va forcément devoir apporter des solutions au cours de match, donc Boadou aura du temps de jeu. Donc voilà, j'ai choisi entre 11 et 25 minutes pour la tranche. Pour la question Vbet, est-ce qu'il y aura plus de buts en deuxième mi-temps qu'en première? Alors j'ai regardé côté Shakhtar, c'est arrivé 2 fois que la première mi-temps soit équivalente ou plus généreuse en buts, et 4 fois pour la seconde. Donc de leur côté, c'est quand même beaucoup plus favorable sur un oui. Pour Monaco, c'est l'inverse, c'est 3 fois la première mi-temps et 1 fois la seconde. Du coup, c'est totalement équilibré, 5-5 sur les deux. J'avoue que c'est juste le fait que l'égalité entre les deux mi-temps basculerait sur un non qui m'a fait choisir le non, mais je comprends que la majorité du monde choisisse du coup de répondre oui à cette question-là, parce que c'est la généralité. Généralement, il y a plus de buts qui sont mis en deuxième mi-temps qu'en première. Voilà en tout cas pour ce qui était de mes pronostics. On va basculer du coup sur le chat et pouvoir échanger ensemble sur ce match qui vous tient bien à cœur, parce qu'on voit que on est plus d'une trentaine sur le live, ça fait plaisir, je crois que ça doit être un des records pour moi. Merci d'être présent du coup à quasiment 11h du matin maintenant, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, follow pendant cette vidéo, vous êtes quand même pas mal nombreux, merci, ça fait vraiment très très plaisir de voir du coup que ma chaîne continue à grandir sur Twitch. Merci à ceux qui le font aussi sur YouTube, parce que du coup là aussi j'ai pris beaucoup d'abonnés sur les derniers matchs, ça fait très très plaisir. J'en profite pour vous dire qu'il n'y aura pas d'avant-match et pas de relance non plus pour les pronos ASM pour le match de Lens, vu que je serai en vacances dans le sud et j'assisterai au match directement depuis Louis II. Donc du coup je ne pourrai pas faire tout ça forcément. Moi, je vous préviens vous prévenir à l'avance. Il faudra vous débrouiller tout seul, même si je donnerai bien sûr publiquement mes pronos pour avoir un peu plus de partialité par rapport au fait que j'organise et que je joue en même temps. Voilà, en tout cas merci de m'avoir suivi. J'espère franchement qu'on va faire un très très beau match.
Même si encore une fois j'arriverai pas à le regarder, parce que du coup je suis pas disponible les mardis soirs. J'espère qu'on va faire un premier pas vers cette qualification, parce que c'est très important de vraiment prendre l'avantage à domicile. Les buts à l'extérieur ne marchent plus, il faut vraiment profiter du fait de jouer à domicile sur ce premier match pour prendre de l'avance et avoir un petit peu de sécurité sur ce match retour. Voilà. Merci à tous de m'avoir suivi sur ma chaîne YouTube et à très très vite.